Deux villages ont été évacués ce soir près de Bastia. Invité du journal Jean-Michel Baillet, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, après sa tournée dans le Pacifique Sud. Formule 1, l'Italien Alboreto remporte le Grand Prix d'Allemagne et conforte sa place de leader au championnat du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 24 heures après la catastrophe ferroviaire de Figeac, le bilan officiel est de 34 morts. Ce bilan pourrait hélas encore s'alourdir car il resterait des corps dans les tôles déchiquetées. Le chef de gare qui avait été mis en garde à vue a été relâché cet après-midi et contrairement à ce qu'on a cru un moment, il n'a pas été inculpé. Sur les lieux du drame, les sauveteurs ont travaillé sans relâche depuis hier soir. Le reportage de nos confrères de FR3 Toulouse. Nous avons entendu un choc et nous nous sommes sentis au milieu des flammes. Mes enfants étaient debout dans le couloir, moi également. Nous avons essayé de quitter la voiture par la porte qui était bloquée. Et ensuite, nous avons brisé les vitres avec un petit marteau. Et nous nous sommes jetés par la fenêtre, mes enfants d'abord, moi après. Et nous sommes enfuis parce que nous avions peur de l'explosion. C'est parmi les passagers de la voiture de tête de l'omnibus que l'on trouve la majorité des victimes de la catastrophe. Au moment de la collision, les deux trains se sont cabrés, mais malgré l'extrême violence du choc, la motrice de l'Express de Paris, beaucoup plus lourde, a poursuivi sa course quelques mètres supplémentaires pour finir par faire disparaître entièrement sous sa masse imposante la première voiture de l'autorail. D'où la tâche difficile des sauveteurs qui, malgré la présence d'engins de levage puissants, ont dû travailler méthodiquement pour démêler l'enchevêtrement métallique. Oh, c'était affreux, on voyait des corps partout, à la pointe des arbres, des corps mutilés qui se baladaient dans tous les champs. Et même un gendarme a avoué que la rue Copernic, c'était à côté, c'était rien. Au fil des heures, plusieurs corps carbonisés ont été successivement retirés de l'amas de ferraille et le bilan déjà très lourd, 32 victimes au moins, ne peut pas encore être considéré comme définitif. Les travaux se sont poursuivis toute la journée en présence de quelques dizaines puis de plusieurs centaines de curieux qui, comme souvent en pareil cas, n'ont pas trouvé de meilleur but de promenade dominicale. Pendant ce temps, les familles des victimes se rendaient à la chapelle ardente, dressée dans la petite mairie de Fleujac, tandis que quelques rescapés ou parents, dont certains encore très choqués, essayaient de retrouver quelques effets personnels parmi les pauvres vestiges de la catastrophe. Une suite d'images malheureusement habituelle dans ce cas-là, qui fut pourtant bousculée peu avant midi par l'apparition quasi miraculeuse dans les bras des sauveteurs d'un jeune chat encore tout abasourdi. Paul Quilles, le ministre des Transports, s'est rendu dès hier soir sur les lieux du drame. Il a demandé à la SNCF d'engager immédiatement une enquête et a précisé que les résultats devraient être connus sous 48 heures. Alors précisément sur cette enquête, Gérard Pinson a voulu savoir ce qui s'était réellement passé sur cette voie unique entre Brive et Figeac. Il l'a fait en compagnie des responsables de la SNCF. Les 17 km du drame, sur le Causse entre Gramat et Acier, voie unique, aucune gare intermédiaire, aucun signal automatique. Hier, 15h43, en gare d'Acier, le chef de gare qui effectue un remplacement depuis le matin même, fait repartir l'autorail Rodez-Brive vers Gramat. Ce sera la catastrophe, car le corail Paris-Cap-de-Nac, en retard d'un quart d'heure, vient de quitter la gare de Gramat depuis 2 minutes et fonce vers Acier. 5 minutes plus tard, il percute l'autorail à hauteur de Flaujac. Pourquoi M. Saliens, 37 ans, l'intérimaire d'Acier, seul dans sa gare, n'a-t-il pas fait attendre 7 à 8 minutes l'autorail sur la voie de garage? N'a-t-il pas compris ce que lui a sans doute dit au téléphone son collègue de Gramat? M. Saliens, aussitôt a plaidé coupable, mais la direction de la SNCF ce soir refuse de l'accabler. Les idées que nous avons sur les circonstances de l'accident reposent sur des déclarations rapides qu'il a faites avant d'être gardé à vue, sur des informations qu'on a recueillies auprès de ses collègues. On ne pourra retenir sérieusement une conclusion que lorsque l'on aura eu avec lui un certain nombre d'entretiens et de conversations. Cela dit, il semble avéré que ce monsieur ait lâché son autorail au départ d'Acier et qu'aussitôt il ait pris conscience de la catastrophe qu'il allait provoquer et que dès lors on ne pouvait plus rien faire pour éviter cette catastrophe. C'est cela que l'on ne comprend pas très bien. Tous nos efforts portent sur l'absence d'erreur au moment de la décision, et cet effort nous paraît prioritaire par rapport à une autre forme d'action qui consisterait à admettre la probabilité de l'erreur et tenter ensuite, par des moyens de secours à définir, à se préserver des erreurs commises. Certains vont penser que bienheureux sont ceux qui empruntent Paris-Lyon et malheur à ceux qui empruntent des voies moins chargées. Non, parce que, je le répète, en tout état de cause, la sécurité est assurée et garantie par les procédures que nous appliquons. Les systèmes plus perfectionnés que nous réalisons sur d'autres lignes
vise plutôt à faire face à un problème de volume d'opération, un volume de travail, mais ne modifie pas fondamentalement les données de la sécurité. En clair, pour la SNCF, la catastrophe d'hier ne condamne ni la voie unique, ni les procédures simples de sécurité qui y sont appliquées. Il y a beaucoup de réseaux qui ne fonctionnent qu'à voie unique et il n'y a, comme je vous le disais, pas eu d'accident depuis 30 ans de ce type sur les voies uniques. Il faut également bien préciser, je crois dans un souci d'honnêteté, que si la catastrophe d'hier nous frappe tous très durement à la SNCF, elle ne doit pas occulter des résultats globaux. Depuis 1976 jusqu'à 1984, en 9 ans, nous avons eu 12 voyageurs tués, on dirait que c'est beaucoup trop, mais 12 voyageurs tués par des accidents ferroviaires, dans le même temps où nous en avons transporté plus de 6 milliards. Les réactions syndicales sont nombreuses au lendemain de cette catastrophe. Pour la CGT, ce sont les problèmes des effectifs, des conditions de travail et de la modernisation du matériel qui sont une nouvelle fois posés. La CFDT souligne l'insuffisance en matière de sécurité sur les lignes secondaires. Enfin, Force ouvrière pose la question de savoir si le matériel était en bon état. En Corse, plusieurs incendies de forêt ont éclaté aujourd'hui. L'un des plus importants a eu pour cadre la région de l'Île-Rousse, en Haute-Corse. Des scènes de panique se sont produites dans cette commune de 3000 habitants. En fin d'après-midi, les pompiers luttaient toujours contre l'incendie. Et puis nous venons tout juste de l'apprendre, 2 villages proches de Bastia ont été évacués ce soir. Il s'agit des villages de Pietrabugno et Pietranera qui étaient eux aussi menacés par le feu. Politique, le Parti socialiste a bien du mal à former sa liste électorale dans les Alpes-Maritimes. On le sait, il a choisi le ministre de l'Environnement, Huguette Bouchardot, pour conduire cette liste. Mais cette décision ne plaît pas à la fédération départementale du PS qui y voit un parachutage. Or aujourd'hui, au forum de Radio Monte-Carlo, Huguette Bouchardot a déclaré que si elle avait été consultée, elle aurait choisi le département de la Loire, où elle a toujours été candidate. Dans la presse que le comité directeur du Parti socialiste m'avait choisi pour diriger la liste des Alpes-Maritimes. J'ai l'impression que la fédération du Parti socialiste des Alpes-Maritimes l'a peut-être appris dans la presse aussi. Ce n'est peut-être pas le meilleur moyen pour qu'il y ait une bonne rencontre et un bon départ pour le choix d'une tête de liste et d'une candidature. Je regrette un peu que les choses se soient passées ainsi. À Rarotonga, dans les îles Cook, le 16e forum du Pacifique a commencé ses travaux ce matin. Ils vont se poursuivre pendant 3 jours. Ce forum du Pacifique regroupe 13 îles indépendantes de la région et une fois de plus, il va être question de la Nouvelle-Calédonie. 3 de ces îles, la Papouasie, les îles Salomon et Vanuatu, ont décidé de soutenir le FLNKS et l'indépendance totale de l'île française. Gilles Dujonchet. Le Forum du Pacifique Sud a été créé en 1971 par 5 États qui venaient de gagner leur indépendance. Les îles Cook, les Samoa occidentales, Nauru, Fidji et Tonga. Il s'agissait alors de discuter des problèmes communs engendrés par leur nouveau statut. En même temps, reconnaissant les liens économiques, géographiques et traditionnels qui unissaient leur pays à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, ces jeunes États invitaient Canberra et Wellington à les rejoindre. Depuis, le groupe s'est agrandi de 6 nouveaux pays. Niue, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tuvalu, les îles Salomon, Kiribati et enfin le Vanuatu. Vanuatu, c'est l'ancien condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides. Sur 15 000 km², 130 000 habitants, des îles de cocagne où une nature prodigue fait tout pousser, tout prospérer. Sous les cocotiers, on rencontre de magnifiques troupeaux. Mais le gouvernement, en 5 ans d'indépendance, s'est montré d'un nationalisme ombrageux qui frise la xénophobie. Toutes les minorités venues d'archipels voisins moins gâtés par la nature ont été systématiquement expulsés. Polynésiens, Fidjiens, Gilbertins. Résultat, l'économie du Vanuatu est aujourd'hui sur le fil du rasoir. Car ces minorités s'occupaient traditionnellement des tâches pour lesquelles les Vanuatans n'ont jamais montré beaucoup de disposition. Certes, le tourisme est la vache à lait sur laquelle on tire. Mais pour l'essentiel, c'est l'aide financière étrangère qui permet au pays de faire face à ses obligations élémentaires. À cet égard, l'aide de Paris est la plus importante. C'est pourtant ce pays qui s'est engagé le plus aux côtés du mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, le FLNKS, dans sa démarche au Forum du Pacifique Sud et auprès des organisations internationales. Alors Jean-Michel Baillet, vous revenez d'une grande tournée dans ces îles, vous avez expliqué la politique française sur la Nouvelle-Calédonie, et pourtant, on l'a vu, certaines d'entre elles veulent l'indépendance totale, donc vous n'avez pas convaincu. Je suis allé expliquer, effectivement,
la politique que nous voulons mener en Nouvelle-Calédonie. Toutes ces îles, et non pas certaines, sont partisanes de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie est à peu près le seul territoire à ne pas avoir gagné son indépendance au cours des années passées. Mais la plupart d'entre elles font confiance à la France et à son gouvernement pour mener à bien cette indépendance et comprennent très bien les problèmes qui sont posés par deux communautés d'égale valeur, par une situation très particulière. C'est vrai que le Vanuatu, dont nous venons de parler, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée souhaiteraient que les choses aillent plus rapidement. Il était nécessaire. Aillent plus rapidement ou aillent différemment? Aillent plus rapidement, car, nous l'avons dit, il y aura dès le mois de septembre des élections régionales et le référendum est prévu pour 1987, alors qu'il était prévu en 1989. Mais il a fallu expliquer qu'étaient ces élections régionales, que voulait dire indépendance association, qu'est-ce qu'était la base militaire que nous prévoyions d'implanter là-bas, et tout un tas de problèmes sur lesquels il était tout à fait indispensable que nous approfondissions les discussions, car il faut reconnaître qu'il y avait un certain nombre de malentendus et que même, pourquoi ne pas le dire, des choses inexactes avaient été dites. Vous avez eu l'impression de convaincre? En tout cas, j'ai eu l'impression qu'après ma visite, les pays étaient parfaitement informés, ils me l'ont d'ailleurs fait savoir, et je suis optimiste quant à la manière dont va se dérouler ce forum. Alors Jean-Michel Baillet, vous étiez en compagnie de votre épouse, ce qui vous a valu quelques remarques acidulées de la part d'une certaine presse. Je tiens à vous rassurer, ce n'est pas l'État ni les contribuables français qui ont payé le voyage à mon épouse, mais c'est moi-même. Je m'étais marié le dimanche. Comme le président de la République m'a demandé de partir là-bas dès le mercredi, c'est vrai que j'ai amené mon épouse, mais ces îles sont peut-être d'ailleurs moins paradisiaques qu'on ne le dit. En tout cas, c'est là-bas l'hiver et je puis vous garantir, peut-être le voyez-vous sur mon teint, que la pluie nous a accompagnés tout le long du voyage et je n'avais pas 15 collaborateurs comme cela a été écrit, mais 3 collaborateurs et je répète, c'est personnellement que j'ai payé le voyage à mon épouse et non pas les contribuables français, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. Alors revenons à la politique si vous le voulez bien. Jusqu'à présent, le Forum du Pacifique a condamné les expériences nucléaires françaises. Est-ce que dans ce domaine, votre visite aura fait changer les choses? Là aussi, j'ai expliqué que la politique nucléaire française s'inscrivait dans la politique nucléaire et dans la politique de l'armement nucléaire dans le monde et que nos essais nucléaires sont tout à fait sans danger. Il faut savoir que la France est le seul pays au monde à avoir accepté que sur son site d'essais nucléaires, une commission d'experts, d'ailleurs formée de pays de la région, vienne s'informer. C'était la commission Atkinson, et ils en ont conclu que nos essais nucléaires ne présentaient absolument aucun danger, ni pour la faune, ni pour la flore, ni pour l'environnement. Mais il faut dire avec honnêteté que lorsque l'on parle du nucléaire, c'est un peu là-bas un mot magique, et qu'ils souhaiteraient ardemment que ces essais nucléaires se déroulent ailleurs. Jean-Michel Baillet, merci. 13 personnes ont encore été arrêtées hier en Afrique du Sud. Cela porte à 1400 le nombre des arrestations depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence. Manifestement, les ordres de Pretoria qui interdisent tout rassemblement, en particulier lors des enterrements, ne sont pas respectés. Émilie Rafoul. Makana Fezil, 25 ans, mort le 27 juillet 1985. Ils étaient 2000 hier à avoir accompagné les 11 dernières victimes de l'apartheid. 2000 manifestants, malgré l'état d'urgence décrété mercredi dernier par le gouvernement de Pretoria, un état d'urgence qui interdit désormais tout regroupement en plein air. Interdit également de suivre à pied un enterrement. Interdit d'emprunter un itinéraire autre que celui fixé par la police. Interdit encore les banderoles, les pancartes, les prises de parole à caractère politique. Des interdictions vaines face à la mobilisation des Noirs. Sur les banderoles déployées hier, on pouvait lire leur réaction aux mesures prises par le pouvoir. Meurtres et brutalité ne sont pas une réponse à nos revendications. 7 d'entre eux ont été arrêtés par la police, mais celle-ci s'est révélée incapable d'interdire aux manifestants l'accès du cimetière. À force de nier jusqu'aux droits les plus élémentaires des Noirs, qui représentent 73% de la population, le gouvernement sud-africain s'isole de plus en plus, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'Afrique du Sud est en effet de plus en plus isolée. Dans quelques jours, il ne devrait plus rester que 7 ambassadeurs sur les 18 qui sont en poste habituellement à Pretoria. Au Pérou, le jeune président Alan Garcia a bien du mal avec la dette extérieure de son pays, qui se monte à 14 milliards de dollars. Pendant sa campagne électorale, il avait annoncé qu'il demanderait un délai de paiement de 6 mois. Or, quelques jours seulement après son élection, il vient de décider de payer un arriéré réclamé par Washington. Marie-Claire Thiers. Ces Péruviens qui manifestent devant l'ambassade américaine protestent contre les menaces de Washington.
Toute nouvelle aide économique et militaire serait suspendue si Lima n'honore pas ses dettes. La dette du Pérou envers les États-Unis s'élève à 11 millions de dollars, mais Washington ne réclame en fait que le paiement des sommes dues depuis plus d'un an, un arriéré de 200 000 dollars. L'aide américaine au Pérou est de 60 millions de dollars pour 1985 et devrait doubler l'année prochaine. En contrepartie, Alan Garcia, le nouveau président, a adopté une série de mesures d'urgence pour enrayer l'inflation qui risque d'atteindre 200% à la fin de l'année. La monnaie péruvienne, le sol, est dévaluée de 10%, le remboursement de la dette extérieure est ajourné jusqu'en 86, le prix de l'essence est augmenté de 34%. Afin toutefois d'atténuer les effets de ces mesures, le salaire minimum est augmenté de 50%, le traitement des fonctionnaires de 15% et les prix des produits alimentaires sont gelés. Pour aider les entreprises, le gouvernement a décidé de réduire les taux d'intérêt bancaires. Par ailleurs, les banques, après 2 jours de fermeture, ont rouvert leurs portes. Mais les comptes en dollars sont gelés pour 3 mois. Alan Garcia espère ainsi éviter une fuite des capitaux à un moment où le Pérou a fortement besoin de ses réserves en devises. Voici à présent un bel exemple de collaboration internationale en matière de spéléologie. Pendant 5 jours, un jeune amateur suisse est resté coincé dans un gouffre du mont Cantabrique, en Espagne. Il était gravement blessé à la jambe et les spécialistes espagnols n'ont pas réussi à le tirer d'affaire. Qu'à cela ne tienne, ils ont fait appel aux spéléologues français qui sont considérés comme les meilleurs du monde. Et tout s'est bien terminé. Aurore Molinero. C'est au fond d'une caverne comme celle-là qu'Éric Vogel s'est trouvé bloqué avec une double fracture ouverte à moins 600 mètres sous terre. Un chemin jalonné de puits et de galeries très étroites, coincé, pendant 5 jours. Et il n'a pas fallu moins de 66 sauveteurs spéléo-français pour le dégager hier soir et le faire conduire ce matin seulement par hélico à l'hôpital de Santander. Il y a quelqu'un qui a eu un accident et les Espagnols ont voulu entreprendre un sauvetage qui était au-dessus de leurs possibilités. Ils nous ont fait appel donc par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur au spéléo-secours français qui a envoyé ses spécialistes. Et le sauvetage est actuellement en cours dans les meilleures conditions possibles. Les meilleures conditions possibles, c'est avec des spécialistes rompus en technique de la spéléo, médecins, brancardiers, artificiers pour élargir les passages. Toute cette forêt recouvre le karst, le calcaire, l'ennemi chéri aux 1001 trous creusés par l'eau où l'on va pouvoir ramper avec délices. Notre pays, numéro 1 mondial avec une fédération française de spéléologie forte de 7000 affiliés, a vu naître ce sport scientifique, mi-technique, mi-aventure, il y a tout juste un siècle. C'est en France que le matériel s'est fabriqué, allégé, conforme des sauveteurs. Ce secours, il a le mérite d'être très clair quant au financement, puisque l'Espagne a donc envoyé un telex au ministère de l'Intérieur, Sécurité civile, et où il était clairement écrit que les frais de sauvetage étaient à la charge des Espagnols. Les vacances aidant, de plus en plus d'hommes des cavernes, entre guillemets, envahissent la moindre cavité, la plus petite grotte, détruisant par ignorance une faune et une flore précieuses parce que rares. Attention, un diplôme existe et une technique qui s'apprennent et se méritent, pour ne pas finir bêtement au fond d'un trou. Sport automobile sur le circuit du Nürburgring, c'est l'Italien Michele Alboreto sur sa Ferrari qui a remporté cet après-midi le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1. Le Français Alain Prost est arrivé 2e. Daniel Leclerc. Après avoir fait sensation aux essais, l'Italien Théo Fabi en pole position avec sa Toleman blanche est vite rentré dans le rang. Dès le feu vert, il replonge dans l'anonymat. On retrouve aux avant-postes la flèche noire, le Brésilien Ayrton Senna et sa Lotus. Au premier virage, ça bouchonne, Bison Futé n'est pas là, Johansson fait déjà les bordures. Conséquence de cet excès, le Suédois ramène sa Ferrari au stand, pneu arrière crevé. Comme à Silverstone, on retrouve les deux lévriers Senna et Rosberg en tête de la course. La lutte pour le pouvoir est chaude, le moteur Honda de la Williams est plus puissant, la Lotus s'incline. Une caméra dans la course, comme si vous étiez au volant. La Renault de François Hinault passe la Zakspeed de Jonathan Palmer, une innovation qui tourne court. François Hinault est trahi par son embrayage. Derrière Rosberg et Senna, on trouve un trio de chasseurs, Alboreto, De Angelis et Prost dans cet ordre. Ce rapide circuit n'est pas toujours du goût des mécaniques. Première victime, le Brésilien Nelson Piquet sur Brabham, moteur cassé. Ce n'était pas le jour des Renault, aucune des trois ne terminera. Pas plus d'ailleurs que les Lotus, la série noire continue pour Senna.
Quant à De Angelis, il est dans le brouillard le plus complet, moteur explosé. Retour sur la piste, Alboreto et Prost passent le fougueux Rosberg aux prises avec des problèmes de frein. La victoire se joue entre Alboreto et Prost, mais à 9 tours de la fin, Prost prend quelques libertés avec la trajectoire, laissant la victoire à Ferrari. Après le Canada, c'est le deuxième succès de la saison pour l'Italien Alboreto qui reprend ses distances au championnat du monde. Voilà, et encore un cocorico, Jacques Laffite a pris la 3e place. Michael Alboreto est premier au championnat du monde des conducteurs après ce Grand Prix d'Allemagne et il devance de 5 points Alain Prost. 17,69 m, c'est le nouveau record d'Europe du triple saut. Il a été battu à Leningrad par le soviétique Oleg Protsen. Il a amélioré de 12 cm l'ancien record du britannique Keith Connor. En motocyclisme, à Silverstone, l'américain Freddie Spencer sur Honda a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne en 500 cm3. Un peu avant, il s'était classé 4e de l'épreuve des 250 cm3 et il remportait du même coup le championnat du monde de la spécialité. Freddie Spencer, qui a 20 points d'avance dans le championnat des 500 cm3, pourrait être le premier à remporter les titres mondiaux des 2 catégories. Avec Daniel Leclerc, à présent nous allons à Dinard où se disputait le championnat d'Europe individuel de saut d'obstacle, une 3e victoire pour l'Allemand de l'Ouest Paul Schockmauer. Tout s'est joué sur le 2e obstacle du dernier parcours, un vertical jaune et noir fleuri. John Whittaker sur hopscotch accroche la barre. C'est la fin des espoirs du Britannique qui commettra une autre faute dans le parcours. Au même endroit, Paul Schockmauer, son cheval Deister, tutoie la barre. Beaucoup d'angoisse pour le cavalier allemand, mais ça passe. Une fois de plus, l'expérience de Schockmauer a prévalu. Pour la 3e fois consécutive, Paul Schockmauer et son compagnon Dexter remportent le championnat d'Europe. Un fait unique dans l'histoire du saut d'obstacle. Le tiercé se disputait cet après-midi dans le prix de Sassy à Deauville. Il y a des ex-aequo. Il fallait jouer le 17, 2 et 3 ou bien le 17, 2 et 15. La première combinaison gagnante, c'est-à-dire 17, 2, 3, rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 24 019 francs et dans un ordre différent 4 709 francs. La seconde combinaison, c'est-à-dire 17, 2, 15, remporte dans l'ordre 11 437 francs et non pas 5 937, je dis bien 11 437 francs et dans un ordre différent 1 445 francs. Un sourire, celui de l'arrière-grand-mère préférée des Britanniques. Il s'agit, vous l'avez sans doute deviné, de la reine-mère dont on fêtait aujourd'hui les 85 ans. La mère de la reine Elisabeth a célébré son anniversaire dans le Norfolk, au centre de l'Angleterre. À Londres, les cloches de la cathédrale Saint-Paul ont sonné à toute volée pour marquer l'événement. Les cérémonies et les remises de fleurs et de cadeaux vont durer 3 jours. Mardi, la reine-mère réalisera un rêve qu'elle caresse depuis plusieurs années. Elle fera un voyage en Concorde au-dessus de la mer du Nord. Le temps pour demain, ça se gâte un peu partout. La pluie et des vents forts partis de Bretagne, de Normandie et du Nord vont traverser tout le pays. Après la pluie, le ciel restera très nuageux et le vent continuera à souffler. Les rafales atteindront 100 km à l'heure sur les côtes de la Manche. Quant aux températures, eh bien, elles seront comme le ciel, autrement dit tristes et basses. Fin de ce journal, le programme se poursuit sur FR3 avec le cinéma de minuit. Ce soir, il s'agit d'un film italien de Alberto Lattuada intitulé « Venez donc prendre le café chez nous ». Demain, nous avons rendez-vous à 22h05. En attendant, voici le rappel des titres. À demain. Bonne soirée. 34 morts, c'est le bilan, hélas encore provisoire, de la catastrophe ferroviaire de Figeac. Plus de 1400 arrestations en Afrique du Sud depuis l'instauration de l'état d'urgence. Les manifestations continuent malgré l'interdiction. L'Italien Alboreto gagne le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 et conforte sa place de leader au championnat du monde des conducteurs.